Affaire Nick Reiner accroche choc et la découverte macabre. Il les a attendus. Dans l'obscurité de leur villa de Brentwood, ce qui s'est passé ne ressemble pas à un simple accès de rage. Les éléments présentés dans cette affaire dessinent au contraire le portrait d'un drame familial particulièrement troublant. Nick Reiner, le fils de la légende hollywoodienne Rob Reiner et de la productrice Michelle Reiner, est aujourd'hui accusé de l'impensable, avoir tendu un guet-apens mortel à ses propres parents. Mais derrière cette accusation glaçante, une question continue de faire réagir: comment un fils peut-il rester aussi calme après un tel carnage? Et surtout, que s'est-il réellement passé dans cette villa de Brentwood? Tout bascule le 14 décembre dernier. Ce jour-là, un rendez-vous pour un massage à domicile reste sans réponse. Les heures passent. Aucun signe de vie. Une porte demeure close et un silence inhabituel s'installe sur la propriété. Ce qui pouvait d'abord ressembler à une absence inquiétante va rapidement se transformer en une scène d'horreur. C'est la plus jeune fille du couple, la sœur de Nick, qui aurait fait la découverte la plus traumatisante de sa vie. Ses parents sont retrouvés morts dans leur propre demeure, victimes de coups de couteau. La violence de la scène plonge immédiatement la famille et l'entourage dans le chaos. Les enquêteurs commencent alors à reconstituer les dernières heures du couple. Chaque détail compte. Chaque déplacement peut apporter une réponse. Chaque image enregistrée par une caméra de surveillance peut devenir une pièce essentielle du puzzle. Et c'est justement une caméra qui va attirer l'attention des enquêteurs. Quelques heures après la découverte des corps, Nick est repéré dans une station-service. Jusque-là, rien ne semble exceptionnel. Mais son attitude intrigue profondément. Sur les images, il apparaît d'une normalité presque déconcertante. Il achète une boisson, se comporte comme un client ordinaire et repart. Pour les enquêteurs, ce comportement soulève forcément des questions. Comment expliquer cette apparente tranquillité alors qu'un drame aussi violent vient de se produire dans la maison familiale? Est-ce simplement le comportement d'un homme sous le choc, incapable de réaliser ce qui vient d'arriver? Ou bien les images révèlent-elles quelque chose de beaucoup plus inquiétant? À ce stade, l'enquête ne permet pas encore de répondre définitivement à ces questions. Mais un élément va bientôt changer radicalement la perception de toute l'affaire. Jusqu'ici, il était question d'un double meurtre. Désormais, les autorités vont avancer une accusation beaucoup plus lourde, celle d'un acte préparé et exécuté avec préméditation. Et cette nouvelle accusation pourrait faire basculer toute l'histoire. Car si les procureurs parviennent à démontrer que Nick a véritablement attendu le moment opportun pour attaquer ses parents, alors l'hypothèse d'un simple accès de folie pourrait perdre toute sa crédibilité. La prochaine étape de cette affaire va donc être déterminante. Les documents judiciaires récemment rendus publics vont révéler une accusation qui change complètement la donne. Et c'est là que commence le véritable mystère: Nick aurait-il réellement attendu ses parents pour les surprendre? Le rebondissement et l'accusation. Jusqu'ici, l'affaire pouvait encore être présentée comme un drame familial d'une violence extrême. Mais un nouvel élément judiciaire vient bouleverser cette lecture. Dans les documents rendus publics, les procureurs accusent Nick Reiner d'avoir commis les meurtres après avoir attendu le moment opportun pour passer à l'acte. Le terme utilisé est particulièrement important, lean in way, autrement dit le guet-apens. En droit californien, cette notion peut jouer un rôle majeur dans une accusation de meurtre, car elle suggère que l'auteur aurait dissimulé son intention, attendu sa victime et choisi le moment de l'attaque. Cette accusation change donc complètement la manière dont le dossier est présenté. Il ne serait plus seulement question d'une explosion de colère ou d'une confrontation ayant soudainement dégénéré. Pour l'accusation, les circonstances pourraient au contraire démontrer une intention réfléchie. Et c'est précisément cette distinction qui pourrait devenir l'un des principaux enjeux du procès. Pourquoi? Parce qu'entre un acte commis dans un moment de panique et une attaque préparée à l'avance, les conséquences judiciaires ne sont pas les mêmes. Les procureurs devront tenter de démontrer que Nick savait ce qu'il faisait, qu'il avait conscience de ses actes et qu'il avait attendu le moment approprié pour attaquer ses parents. Mais une accusation ne constitue pas une condamnation. Nick Reiner reste présumé innocent tant que sa culpabilité n'est pas établie devant la justice. Les preuves devront donc être examinées, confrontées et contestées au cours de la procédure. Les enquêteurs vont notamment chercher à comprendre les événements qui ont précédé la mort du couple. Les déplacements de Nick, les communications, les images de vidéosurveillance et les éventuels témoignages pourraient permettre de reconstruire une chronologie précise. Chaque minute pourrait compter. Car si les autorités parviennent à établir une succession d'événements montrant une préparation préalable, cela pourrait renforcer considérablement leur version. À l'inverse, la défense pourrait chercher à démontrer que les circonstances sont beaucoup plus complexes qu'elles ne le paraissent.
Au centre de cette bataille se trouve également la question de l'état mental de Nick. Son passé, son comportement et les éléments médicaux qui pourraient être présentés devant la justice pourraient devenir essentiels pour comprendre ce qui s'est réellement produit. Mais alors qu'une partie de l'affaire concerne la violence du drame et la responsabilité pénale, un autre conflit vient apparaître. Un conflit qui ne concerne pas seulement la prison ou la condamnation. Il concerne l'argent. Depuis sa cellule, Nick Reiner aurait engagé une procédure afin de réclamer l'accès à un fonds fiduciaire estimé à 1,5 million de dollars. Cette demande ouvre désormais un nouveau front judiciaire, surprenant et décisif pour demain. La bataille pour les 1,5 million de dollars. L'affaire prend alors une tournure encore plus surprenante. Alors que Nick Reiner fait face à une accusation extrêmement grave, une autre bataille se joue devant la justice, celle de son accès à un fonds fiduciaire évalué à 1,5 million de dollars. Depuis sa détention, Nick aurait demandé à pouvoir utiliser cet argent. Son argument repose sur une question juridique précise. Selon les conditions du fonds, il aurait acquis certains droits sur cette somme après avoir atteint l'âge prévu. Mais la situation est loin d'être aussi simple. Ses parents étant les victimes présumées du crime, l'accès à leur patrimoine soulève immédiatement une immense difficulté. La justice doit déterminer si une personne accusée de leur meurtre peut bénéficier, directement ou indirectement, d'un argent lié à ses victimes. C'est précisément dans ce contexte que la loi californienne connue sous le nom de « Slayer Statute » devient essentielle. Cette règle vise à empêcher une personne reconnue responsable de la mort d'un proche de tirer un avantage financier de cette disparition. Le principe paraît simple, on ne devrait pas pouvoir tuer quelqu'un et ensuite hériter de ses biens. Mais dans cette affaire, une nuance fondamentale existe. Nick Reiner est accusé. Il n'est pas encore condamné. La justice doit donc distinguer les droits éventuels liés au fond de la responsabilité pénale qui sera éventuellement établie au terme de la procédure. La question devient alors extrêmement complexe. Si l'argent appartient juridiquement à Nick indépendamment de l'héritage de ses parents, peut-il demander à y accéder pour payer ses frais de défense? Ou bien la procédure judiciaire doit-elle empêcher toute utilisation de ces fonds jusqu'à ce que les accusations soient définitivement tranchées? Cette bataille pourrait avoir des conséquences importantes. Car une défense pénale coûte cher, particulièrement lorsqu'une affaire implique des accusations de meurtre aussi graves, une importante couverture médiatique et une procédure susceptible de durer longtemps. L'argent pourrait donc permettre à Nick de financer des avocats, des experts et différents éléments nécessaires à sa défense. Mais l'idée même d'utiliser une fortune associée à ses parents alors qu'il est accusé de leur mort provoque évidemment de nombreuses réactions. Pour certains, le droit à une défense ne devrait pas dépendre de l'émotion suscitée par l'affaire. Pour d'autres, permettre l'accès à cet argent avant la fin du procès pourrait sembler profondément injuste. La justice doit donc avancer avec prudence. Et pendant que les avocats s'affrontent sur cette question financière, un autre aspect du dossier commence à prendre de l'importance, la personnalité et l'état mental de Nick. Des éléments concernant son passé pourraient être examinés afin de déterminer s'ils permettent de comprendre son comportement. Le mystère reste donc entier. L'ombre de la maladie et le verdict à venir. À mesure que l'enquête avance, l'état mental de Nick Reiner devient donc l'un des éléments les plus sensibles de cette affaire. Les documents évoquent un diagnostic de schizophrénie et des problèmes d'addiction qui auraient commencé dès son adolescence. Mais ces informations ne permettent pas, à elles seules, de répondre à la question essentielle, était-il capable de comprendre la nature de ses actes au moment du drame? Cette question pourrait occuper une place centrale devant la justice. Les experts devront probablement examiner son comportement, son histoire personnelle, son état psychologique et les événements qui ont précédé les meurtres présumés. Ils devront également déterminer si son état mental pouvait affecter sa capacité à comprendre ce qu'il faisait ou à distinguer les conséquences de ses actes. Mais pendant ce temps, son comportement en détention continue de susciter des interrogations. Selon les éléments rapportés, Nick aurait eu des comportements extrêmement hostiles envers certains gardiens. Des épisodes de violence auraient même entraîné la perte de plusieurs privilèges en prison. Pour l'accusation, ce type de comportement pourrait être présenté comme un élément supplémentaire permettant de comprendre sa personnalité et son attitude après les faits. Mais pour la défense, il pourrait au contraire illustrer les graves difficultés psychologiques auxquelles Nick serait confronté. Une chose est certaine, chaque camp cherchera à interpréter ces mêmes éléments de manière différente. L'accusation devra convaincre la justice que les preuves démontrent sa responsabilité au-delà du simple soupçon. La défense, elle, devra examiner chaque élément et tenter de faire apparaître les éventuelles failles du dossier. Et le risque judiciaire est considérable.
Nick Reiner pourrait être confronté à une peine extrêmement lourde s'il était reconnu coupable des accusations portées contre lui. Selon les circonstances retenues et l'évolution de la procédure, il pourrait notamment encourir la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La question de la peine de mort pourrait également être évoquée dans le contexte juridique californien, même si son application dépend de règles et de décisions spécifiques. Mais avant d'en arriver là, plusieurs étapes judiciaires devront encore être franchies. Les procureurs devront présenter leurs éléments. Les avocats de la défense auront la possibilité de les contester. Les experts pourront être entendus. Les témoignages seront examinés. Et finalement, un tribunal ou un jury devra déterminer ce qui s'est réellement passé.